Voilà, bonjour encore une fois, si vous venez de nous prendre en marche, c'est Matin Bonheur. Je suis Christelle Melledge et puis Judith Assoumou réalise cette émission et on sera ensemble jusqu'au samedi par la grâce du Tout-Puissant. Si vous venez de vous réveiller, de nous prendre en marche, vous avez les yeux un peu encore dans le sommeil. Et si vous devez être au boulot à 7h30, ben, écoutez, il faut se dépêcher parce qu'il est 6h48 minutes. Vous avez encore le temps d'être à l'heure au boulot. Monsieur Lafay est notre invité et il se retrouve désespérément tout seul. Voilà, toutes nos invitées, malheureusement, n'ont pas pu être là. Nos invitées, évidemment, féminines, n'ont pas pu être là. Et également hier, l'imam Yahou Mohamed a eu un impératif qui l'a empêché donc d'être là sur ce plateau. Mais rassurez-vous, nous avons un micro-trottoir pour vous où toutes ces femmes ont donné leur réaction sur le sujet entamé la semaine dernière. Merci encore d'être là. Avez-vous eu, vous personnellement, des réactions quant à vos différentes interventions le jeudi dernier? Oui, tout à fait. Nous avons eu de nombreuses réactions de femmes comme d'hommes, D'hommes? surtout les femmes qui apprécient et qui souhaitent que ce soit davantage expliqué et vulgarisé afin de permettre à tout le monde de comprendre. Voilà. Les femmes, en tout cas, qui vous ont... Oui, les femmes ont apprécié, c'est elles qui en majorité Celles qui vous ont ont contacté, apprécié. n'est-ce pas? Celles que j'ai rencontrées, Uh-huh. comme ça, ah monsieur, on vous a suivi, c'était bien, merci pour ce que vous faites, et puis continuez. Mais j'avoue qu'il y a des femmes qui n'apprécient pas vos positions. C'est clair. Ah, Elles disent, mais pourquoi elle semble se dresser? Je dis, non, c'est une professionnelle, elle fait son travail, elle prend les avis de tout le monde, mais elles avaient l'impression que vous étiez contre la loi, alors oh qu'il non, n'en est il rien. n'en est rien, il n'en est absolument rien. Alors il faut simplement donner les positions des Tout uns à et fait, des autres, hein. tout à fait. La parole étant libérée, chacun, Oui. chacune a justement le droit de dire voilà. Surtout l'histoire des allumettes. Alors les réactions sur l'histoire des Je dis, allumettes. mais attends, c'est quoi les allumettes? Mais pourquoi elle veut pas? Pourquoi elle veut emmerder son époux? Voilà, quoi. Alors justement, il y a aussi un autre pan, enfin un autre axe, certaines ont dit, mais il y a sûrement une histoire là-dessous. Oui. Il y a sûrement une histoire là-dessous. Si une dame peut se permettre d'appeler son très cher au bureau pour lui dire les allumettes sont terminées, ça veut dire qu'il y a une histoire et la dame en a marre, donc a décidé de lui pourrir la vie jusqu'au bout, quoi. Certainement. Mm. Oui, certainement. Et bon, la loi, il se trouve que, on ne sait pas si elle a une activité ou pas, mais sinon la loi aujourd'hui demande que les deux époux participent au bien-être du foyer. Au Donc, part, quand on dit, ouais, au c'est pas un proportionnel. 50-50 Non, au proportionnel au au salaire. revenu, voilà, de chacun. Oui, c'est proportionnel. Hein. Oui, exactement. Voilà. Donc si le monsieur touche Oui, 1 million, oui. enfin, je veux dire, il se tape la part la plus lourde, quoi, en fait. Si la femme touche 200 000, à ce moment-là, Oui, bien entendu, il peut faire grâce de beaucoup de choses, mais si les salaires sont identiques ou si elle gagne plus, évidemment, elle il participe faudra plus. ajuster, voilà, les choses. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion c'est d'équité, une notion d'équité. Oui, c'est une Voilà. notion d'équité, Exactement. égalité, équité. Et on parle du genre de plus en plus. Et je pense que cette question est au cœur des préoccupations de nos jours. Ça crée peut-être des débordements, la question de l'égalité. Ça Quel crée, débordement, par exemple? vous savez, quand on parle d'égalité pour tous, ça devient peut-être souvent mariage pour tous. Ce qui, c'est très loin, normalement. Bon, c'est très loin, mais ça dépend. Hein. C'est une question de respect des valeurs et des droits de chacun, peut-être. Ouais, parce que, enfin, en toute façon, on arrivera sur le sujet. Oui. Et je voudrais vous rappeler que nous aurons au cours de cette émission à entendre la voix, la préoccupation, l'avis de nos concitoyens, de certaines femmes qui donnent donc leur préoccupation, non pas préoccupation, mais leur avis, pour me répéter, sur le sujet. Et par extension, nous sommes obligés de parler du mariage pour tous parce que, entre parenthèses, après le premier mariage, enfin, premier entre griffes célébré en France, automatiquement, au Nigeria, il y a une loi justement interdisant, vous êtes enfin écrivain, vous êtes également journaliste, Oui. donc forcément au fait de cette actualité. Oui. Vos réactions? Bon, c'est vrai que vaut mieux prendre le taureau par les cornes, prévenir plutôt que guérir, mais il ne faudrait pas aussi s'alarmer et puis penser que
du jour au lendemain, tous les hommes vont se marier entre eux et puis toutes les femmes vont se marier entre eux et que la fonction de reproduction disparaîtra. Donc je pense qu'il y a lieu certainement de réfléchir, de voir comment réguler la vie en société, mais il ne faut pas s'alarmer et puis voter des lois qui, tout en étant répressives, ne peuvent pas faire disparaître certaines réalités en elles-mêmes. Parce qu'il y a des pratiques qui existent et ces pratiques-là, il s'agit peut-être de réfléchir au-delà des lois répressives pour voir dans quelle mesure, au sein de nos cellules familiales, au sein de nos communautés, au sein des différents villages, au sein des villes, il est possible de trouver des solutions pour améliorer et apaiser les rapports humains. Alors justement, comme vous dites que ces pratiques existent, on le sait, mais faut-il officialiser tout ce qui existe, en bien comme en mal? Ça dépend dans quel sens on pense que c'est un mal. Exactement. C'est ça. Ça dépend dans quel sens on pense que c'est un mal. Vous savez, faut-il peut-être légaliser? C'est cela qui est la question. Sinon, des choses interdites par la société, qui ne sont pas légalisées, existent, sont acceptées, sont tolérées. Maintenant, entre la formalisation et l'existence, on se demande souvent s'il y a beaucoup de choses qui changent. Le fait même souvent de légaliser fait que le risque diminue. Par exemple, il y a certains pays, ce n'est pas parce que, par exemple, la consommation de la drogue ou la légalisation de la prostitution existe, que le taux de consommation de drogue existe et augmente, ou que certaines pratiques augmentent. Au contraire, lorsqu'il y a la prohibition à un moment donné concernant l'alcool, on a vu que ça a favorisé la contrebande, ça permet à un certain nombre de personnes de s'enrichir. Donc, en ces matières-là, il n'y a peut-être pas de vérité absolue, tout reste relatif et il faudra éventuellement faire des débats de façon tranquille, sereine, pas passionnée. Certains, avec la fermeté sur les positions, il faut ces débats-là pour aboutir à des consensus. Selon vous, ça devrait s'imposer. Il faut discuter. Il faut discuter et puis voir les positions qui voilà, ressortent. et puis interroger le regard de l'autre. Ce que nous considérons comme une mauvaise chose est peut-être une bonne chose pour l'homme, pour l'autre, pour le regard de l'autre. Et puis moi, je pense que tant que des individus ne posent pas des actes pour ôter la vie à d'autres personnes, là on est dans le domaine du crime, tant que quelqu'un vit sa vie, peut-être avec des mœurs différentes, mais tant qu'il ne met pas en danger notre propre vie et ne vient pas attenter à notre intégrité physique, il ne commet pas de crime et d'assassinat, je crois que tout est discutable, on peut échanger avec lui pour voir comment peut-être le sortir de cette voie dans laquelle il est et que nous réprouvons. Mais s'il est condamné, si on le met au bûcher immédiatement, je pense qu'il n'y a pas de débat possible et puis il restera dans sa logique à lui. La crainte de certaines personnes, justement, au sortir de notre émission du jeudi passé, est-ce que dans ce grand mouvement mondial de réforme, est-ce que justement on n'est pas en train d'arriver vers certaines réformes qui, comme on le dit, sont acceptées peut-être en Occident, mais qui créent la polémique et soulèvent même les cheveux de certains africanistes très portés sur le respect des valeurs africaines et tout cela. Vous savez, le respect des valeurs africaines, ça dépend. Le fait de faire des réformes, par exemple, sur la nouvelle loi sur le mariage, n'a rien à voir avec le fait d'arriver à un mariage pour tous. C'était la question claire et précise que nous avons eue sur Facebook. Donc, vous savez, ça dépend. Quelles sont finalement les valeurs de l'Afrique? Vous savez, aujourd'hui, la plupart de nos États parlent de la monogamie. Et les sociétés africaines étaient souvent des sociétés polygames. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui ont adopté la monogamie légale, tandis que la pratique de la polygamie se poursuit de façon informelle. Bon, entre ce choix de modernité qui est la monogamie, ce choix d'efficacité, ce choix de civilisation et ces pratiques anciennes, où se trouvent les valeurs africaines? Il faut peut-être qu'on s'interroge, qu'on revienne à nous-mêmes pour savoir c'est quoi l'Afrique, quelles sont nos valeurs en vérité.
En fait, vous n'avez Oui. pas de réponse. Vous interrogez. Oui, il faut s'interroger pour dire que ce que nous refusons comme venant de l'Occident, est-ce qu'il n'y a pas déjà beaucoup de choses venant de l'Occident que nous avons acceptées? Maintenant, quand nous refusons de nouvelles choses venant de l'Occident, comment le faire si nous ne faisons ce refus sans nous ancrer dans nos valeurs à nous, dans nos traditions anciennes, après les avoir déjà laissées? Alors, donc, Nous si n'avons vous pensez plus que la totalité si- de notre être. Donc, il nous est difficile de lutter contre ces nouvelles choses qui viennent, qui en réalité méritent un débat plus approfondi et non une réflexion sur la spécificité de l'Afrique et sur nos valeurs africaines. C'est des valeurs humaines, c'est une question d'humanité, c'est une affaire d'hommes. Parce que si nous voulons agir en tant qu'Africains par rapport à nos spécificités, on entrera après dans notre peau, ça deviendra une affaire de noirs face à des blancs et on entrera dans la race. En prenant le continent, petit à petit, on va entrer dans la race et puis bon, ça devient plus compliqué, quoi. D'accord. Alors, nous allons tout de suite et maintenant vous proposer donc ce micro-trottoir effectué pour avoir l'avis de nos concitoyens sur la nouvelle loi, précisément la nouvelle loi sur le mariage. La nouvelle loi sur le mariage n'a pas son sens en Afrique. Elle n'a pas sa raison d'être. Parce qu'en Afrique, le chef de famille, il est et il demeure toujours le garçon. Donc cette loi, je pense même que ça fait le nid même de ce qu'on a, la pédophilie. Pour moi, hein. Même bibliquement, c'est dit, la femme, c'est la côte de l'homme. Donc une femme demeure dans le foyer la deuxième personne, mais pas la première personne, ni sur le même pied d'égalité. Je pense que pour ce que vous venez de dire sur cette nouvelle loi, je pense que c'est un peu... C'est pas bien parce qu'aujourd'hui, voir une femme chef de famille ou bien jouer le rôle de chef de famille, ça ne présente pas bien. Parce qu'aujourd'hui, bon, l'homme il a ses droits, l'homme il a sa responsabilité. Donc ça ne présente pas bien. Aujourd'hui, l'homme et la femme ne peuvent pas être pareils dans un foyer. Voilà, on ne sait pas qui porte la culotte. Voilà, je souhaiterais que cette loi-là qu'on puisse se revoir. La nouvelle loi, c'est une loi comme toute autre loi. Hein. Moi, je pense que la loi sur le mariage ne change rien. L'homme a toujours été de tout temps le maître de la famille, le maître comme le chef de famille. Donc c'est une loi qui, avec les femmes, moi je pense que c'est une complémentarité. L'homme est le chef et la femme vient, c'est une complémentarité, ça ne change rien. Le mariage en Côte d'Ivoire, moi je vois que l'homme est le chef de la famille. Même si la femme travaille, l'homme est toujours chef de famille. La femme doit s'occuper des enfants, aider son mari. L'homme doit rester toujours chef de famille. Quel que soit ce que femme est, l'homme doit rester toujours chef de famille. La femme ne peut jamais être chef de famille. Bon, concernant le mariage, j'espère que c'est une bonne idée. Parce qu'à travers ça, nos parents comprennent qu'il faut avoir le respect pour la femme. Parce que la femme est aussi notre destin. Alors, Monsieur Lafay, vos réactions? C'est normal, les citoyens expriment ce qu'ils ressentent. Je pense que on prend acte de leurs propos et puis on constate que c'est vrai qu'il y a des certitudes dans les sociétés. C'est difficile de changer les choses, mais le problème n'est pas de dire que la femme devient chef de famille et commande l'homme. Il ne s'agit pas de ça. L'histoire de porter la culotte et tout. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de transformer l'homme, l'époux en esclave dans la cellule familiale. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de participer au même niveau. Il s'agit d'échanger. Il s'agit plutôt de faire en sorte que on n'ait pas le sentiment d'être dans une dictature. L'homme est le chef, il décide de tout. En réalité, est-ce que c'était vraiment le cas? Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur certains hommes. Oh, celui-là, il ne peut rien décider sans son épouse. Il est chef de famille, mais dehors, ses voisins, on sait ce qu'ils disent. Bon, ce monsieur-là, il est pas mauvais faible. aussi. Hein? Mais c'est des réalités. Lui, ce monsieur-là, il est méchant. Il ne reçoit aucun membre de sa famille. Ben, c'est les parents de son épouse qui sont remplis chez lui. Bon, ça, on n'a pas besoin de changer de loi pour savoir qu'il y a des femmes qui commandent. Il y a des femmes qui commandent dans le foyer, qui ont du leadership, qui ont de la personnalité. D'accord, mais c'est et sans lesquelles,
en guillemets peut-être, sans lesquelles l'époux ne peut pas prendre des décisions. Exactement. Ou avec qui il prend des décisions concertées. Ça, c'est des réalités que la loi peut-être bien formalisée, mais on a des citoyens, des concitoyens qui refusent cette formalisation, qui refusent que les pratiques qui existent dans des foyers, dans certains foyers, soient mises en conformité avec les tendances actuelles du monde qui font, par exemple, que quand le père est absent et que des documents administratifs doivent être remplis pour l'enfant dans le foyer, il y a certains actes qui ne pouvaient jusqu'à présent qu'être posés par l'époux. Aujourd'hui, la femme a cette possibilité de signer un document, certainement avec l'accord, forcément avec l'accord de son mari, époux, bien sûr. voilà, pour permettre à l'enfant de faire telle chose, pour effectuer tel déplacement. Et le fait que l'homme, d'ailleurs, ait toujours été chef de famille, n'a pas empêché certaines situations en cas de divorce. L'homme est le chef de famille, il a toutes les ressources, mais quand souvent il y a des divorces, la garde des enfants est souvent prononcée en faveur des mères et des mamans, parce qu'elle remplit les conditions. Imaginez qu'une mère devienne celle qui garde les enfants et le père n'est pas là, elle vit seule. Et finalement, elle est chef d'elle, sa famille. Donc, elle cesse d'être chef quand un époux vient. Les initiatives qu'elle a prises, les automatismes qu'elle a développés pour encadrer les enfants, bon, ça doit disparaître parce que quelqu'un d'autre serait venu, qu'elle aurait épousé. Je pense qu'il faut accepter que la notion d'égalité, d'équité soit au devant des choses et qu'elle prévale et non que les femmes aient le sentiment qu'on leur demande désormais de commander les hommes ou que les hommes cessent de croire que on demande aux femmes de venir leur dire ce qu'ils doivent faire. Il ne s'agit pas de ça. Au total, il y a vraiment une sensibilisation ou une campagne d'explication à faire en faveur de nos populations. Oui, à poursuivre. Parce qu'apparemment, tout ce qui ressort, c'est l'homme porte la culotte, c'est l'homme qui est le chef, l'homme porte la culotte, enfin on ne sait pas qui porte la culotte. Cette fameuse expression, comme je disais, très chère aux hommes, on ne sait pas qui porte la culotte. Alors qu'à l'intérieur de cette loi, il y a des aspects qui, je pense, pourrait arranger l'homme. Tout à fait. Le titre, chef de famille, je pense que c'est cela qui a un peu déboussolé. Non, en fait, c'est-à-dire qu'on dit l'homme n'est plus le chef de famille, les deux époux exercent conjointement l'autorité et concourent au bien de la famille. La notion a disparu en réalité. Donc la notion a disparu. C'est tout. On n'a pas dit que la femme devient chef de famille, cette notion a disparu. Ah, ça c'est bien. Voilà, la notion de chef n'existe plus. Pas du tout. Les deux exercent conjointement l'autorité parentale. Voilà, mais ce n'est pas justement ce qui gêne certains, que le terme chef ait disparu. Ça ne devrait pas disparaître. Vous savez, quand on prend souvent des exemples, l'autre fois je l'ai dit, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Mais le couple, là, ce n'est pas un bateau. Mais si, quand même, on peut... Non, ce n'est pas un bateau. Il cherche à arriver à bon port. Ce n'est pas un bateau. Voilà. Encore que, si on prend le cas de l'avion a un copilote. Si on veut, le mari est le pilote, l'épouse est copilote. Et il est évident que souvent le pilote est fatigué. Il y a le pilotage automatique, mais on a besoin aussi du copilote. Si vous voulez cette expression, elle peut mieux passer. Maintenant, il faut peut-être trouver des capitaines en second dans les navires. Voilà, c'est ça. Donc, il y a toujours... Au total, il faut expliquer aux populations. Voilà, il faut expliquer pour dire chacun a un rôle à jouer. Voilà, tel article qui dit ça, tel. Tout à fait. À tel moment, le pilote fait ceci et après le copilote arrive. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est la tendance. Tout le monde est pilote. Tout le monde est pilote. Alors, juste après cet élément du couturier ambulant, nous allons aborder avec notre invité sa pensée, sa vision sur le mariage pour tous. Déjà sur Facebook, nous commençons à avoir des réactions. Alors, tout à l'heure. Une expression ils s'adonnent aux racistes. Ils ont pour tâche d'apporter des retouches aux tenues vestimentaires. Tokolo, ça veut dire que ce qui rend la vie déchirée, la vie de quelqu'un. Si ça te fait, on doit défaire. Ou bien si c'est gros comme ça, on doit serrer pour toi bien propre. C'est nous gagnants. C'est nous là, envoyé Tokolo à Abidjan ici. C'est nous gagnants là. Nous, il fait bon travail au marché ici. Tout le monde connaît. Et quitte Yepougon, Koumassé, 13 vies, des plateaux, tout le monde vient ici pour nous faire travailler. Si tu prends choses
ciseaux pour taper là. Il fait tokro avant là. Il fait tokro. À cause de ça, tout le monde dit que si c'est ce qui prend machine pour mettre ici pour promener là, c'est tokro. Si tu fais passer là, tout le monde dit tokro viens, il y a un travail ici, il faut venir faire. Il a fait à l'école au Ghana, tokro là, il a fait à l'école. Ce métier a su s'imposer en Côte d'Ivoire pour le grand bonheur des populations. Je suis venu pour mon pain, il s'est percé un peu, je suis venu pour ça. Les habits sont déchirés des fois ici, ou bien le pain percé, ils font bien. Par le passé, le Toklo était un nomade. Chaque jour, il se promenait dans les différents quartiers à la recherche de l'oiseau rare. Aujourd'hui, les données ont changé. Mieux, le concept a pris une autre allure. Dans la quasi-totalité des marchés, on rencontre ces bricoleurs devenus sédentaires. Leur cadre de travail se présente ainsi. Espace ouvert, un banc, une machine à coudre, un rideau pour les éventuels essayages. Le tour est joué, le rapetissage peut commencer. Leur compagnon fidèle, la paire de ciseaux et le maître ruban. Le Toklo nourrit son homme. C'est ça, pour faire mon famille au Ghana, tout ça là. Ouais, prends pas un peu. Moi-même, je prends ça là, la consul au Ghana. Ouais, on prend un peu. Si tu gagnes 5 000, et manges 2 000, et déposer 3 000 francs, on prend un peu, pas tout faire. La consul. L'Ivoirien là, si tu dis qu'il n'a qu'à venir là, il dit il veut pas, il veut bureau. Il dit ça là, il veut pas ça. Un gars là, il a même dans la cour là-bas, il dit il n'a qu'à venir montrer un peu. Il lui dit que non, il veut bureau. Bureau là même là, il peut gagner combien? Si tu gagnes par jour là même là, un mois là même, 20 000 ou bien quoi là, ça là même là, c'est bon plus que bureau. On peut le dire, l'argent ne vaut que par l'usage qu'on en fait. C'était donc ce qu'on appelle communément les toklos, ces couturiers ambulants qui dépannent, qui réparent un zip gâté, qui réparent ci, qui réparent ça. Et il a dit, souvent il demande à ses amis ivoiriens, mais venez, on va vous apprendre. Ils disent, nous on veut le bureau. Ouais, je pense qu'il faut aussi changer les visions sur cet aspect. Il n'y a pas de saut métier et il faut encourager nos frères et nos sœurs à embrasser tous les métiers. Quand ils vont à l'extérieur en Europe, ils s'y soumettent, mais il n'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire, ça ne puisse pas se faire. Alors les Ivoiriens ne sont pas très... C'est rare, enfin je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens qui font ça. Hein. Non, il y a peut-être un groupe de personnes qui estiment que ce n'est pas digne d'eux parce qu'ils rêvent d'autre chose, mais il faut que cette vision change. Et ce n'est pas forcément une attitude d'Ivoirien. Vous savez, chacun dans son pays. Certains aussi, ce Ghanéen qui a parlé, il est évident qu'il est venu en exil. Peut-être s'il était celui au Ghana, il ne ferait pas ce travail devant ses parents et ses enfants et d'autres personnes. Donc, c'est l'environnement qui fait ça. Il est venu à l'extérieur. Se chercher, comme on dit. Voilà, se chercher, donc il n'a pas le choix. Maintenant, quand tu es dans ton pays, tu te dis non, bon, il y a d'autres choses qui peuvent se faire pour toi. Et quand ça tarde et quand on n'arrive pas à aller en exil comme beaucoup font pour aller se chercher, il faut faire le métier qu'on peut attraper sur place pour s'en sortir. Ça vaut mieux que de rester chômeur oisif et puis de prendre des risques d'aller dans le vol et dans le banditisme. Voilà. Exactement. Alors, votre réaction sur le mariage pour tous? C'était un peu la crainte, comme je le disais, je pense qu'on n'a pas bien abordé le point. C'est un peu la crainte des uns et des autres avec toutes ces réformes. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans? Alors, il faut peut-être les rassurer. Que la loi la nouvelle loi sur le mariage conduise au mariage pour tous. Je pense qu'on est loin de ça en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je pense qu'on est loin de ça. Moi, je crois, d'ailleurs, même en Europe, où ça existe en France, sur 190 pays, il n'y a que 15 aujourd'hui qui sont là-dedans par rapport au système des Nations Unies. Donc, ce n'est pas encore un phénomène généralisé. On a le temps de réfléchir pour être à l'abri d'une loi sur le mariage pour tous, mais on n'est pas à l'abri des pratiques et des mœurs que rassemble le mariage pour tous, la loi. Voilà le problème. Qu'est-ce qu'on combat? La loi ou les pratiques ou la pratique. Il se trouve que la pratique existe.
sous nos yeux, plus ou moins, elle n'est pas combattue, mais quand elle est transformée en loi, elle est légalisée. Elle prend un caractère. Ça devient la guerre. C'est comme d'ailleurs la nouvelle loi sur la famille. Comme je l'expliquais, c'est des pratiques qui existent déjà dans des foyers. Est-ce que c'est comparable? Donc, je parle de pratiques existantes qui sont maintenant légalisées ou interdites. Ce n'est pas comparable. Si je parle des pratiques qui existent où il y a des couples déjà qui se gèrent de façon collégiale. Donc, la loi est venue consacrer ça au-delà des exigences, voilà, au-delà des exigences du Millennium Challenge Corporation ou autre. Et d'ailleurs, vous savez, on est scotché sur l'Europe, qu'on le veuille ou pas. Il y a des choses peut-être qui n'étaient pas dans la loi ici, mais les couples tels qu'ils vivent en Europe, quand il y a un enfant et qu'on veut voyager avec l'enfant en Europe, vous êtes en couple, tant que les deux parents ne sont pas d'accord, on ne peut pas sortir des frontières avec l'enfant. Il faut une autorisation, il faut qu'on sache que les deux parents de l'enfant sont d'accord. C'est-à-dire que les droits sont identiques pour les deux. Donc, c'est des choses qui existaient déjà et un Ivoirien qui a épousé une Française ou une Ivoirienne qui a épousé un Français, avant que ce soit dans le régime ici, subissait déjà cette loi d'égalité dans le couple. Donc, on ne peut pas dire que ces Ivoiriens ou Ivoiriennes viennent en Côte d'Ivoire, soit en contact avec leurs parents. C'est des manières et des méthodes qui étaient connues, qui étaient sues. On ne peut pas penser que c'est brusque et on vit dans un monde qui est dans un village planétaire. Donc, de la même façon, il y a des pratiques qui existent. Essayons de voir comment combattre ces pratiques-là si elles nous posent problème avant d'aborder la question de la légalisation et la question du mariage pour tous. On revient à la cause, on revient au départ, on prend le fond avant d'arriver à la forme parce que pour moi, j'estime que la loi, c'est la forme. La loi sur le mariage, c'est la forme. Maintenant, le fond, c'est une consécration. Le fond, ce sont les pratiques homosexuelles. Quelle est la vision là-dessus? Quel est le regard? Je crois que le débat est à ce niveau. Si les uns et les autres admettent ces tendances et ces pratiques, il n'est pas juste de refuser que ça aille plus loin. Maintenant, il faut qu'on dise, parce qu'il y a des gens qui disent non, j'accepte, je tolère, mais qu'ils se marient, je dis non. Il ne faudrait pas tolérer alors. Parce que c'est en tolérant que petit à petit, le besoin de formaliser se pose. Pour vous, le débat se situe au niveau de la pratique de sa tolérance. Elle ne se situe pas au niveau de la formalisation avec une loi. Oui, je pense que le débat se trouve au niveau de la pratique. Ou bien on éradique ça dans la société. Il y a des pays qui vont plus loin. Oui, éradiquer, c'est grave. Il y a un chef d'État qui a dit, s'il les surprend, ils regretteront d'être nés. Je pense que c'est trop fort. Il dit que c'est votre point de vue. C'est trop fort. Ils regretteront d'être nés s'ils sont surpris dans le pays. Bon, vous voyez. Un chef d'État africain. Un chef d'État africain. Et puis vous voyez, au Nigeria, c'est 14 ans pour combattre le mariage homosexuel ou bien la pratique. Alors, je pense qu'on va tout à l'heure sur le net, on va checker la véritable... Voilà. Mais je vous donne déjà les réactions des internautes. Avec la façon ivoirienne de s'exprimer. Alors, il y a David Moncho qui dit « Nous, on ne fait rien avec ça. Sodem Bois, même les animaux connaissent leur partenaire. Là, Tevelyne Esso qui dit « Dieu ne permettra pas ça. Il y en a un qui dit du vrai n'importe quoi. Il y en a d'autres qui... David qui revient et dit « C'est un modernisme qui n'est pas le nôtre. Ici, en Afrique, nos valeurs vont à l'encontre du mariage pour tous. D'ailleurs, quelle est cette notion de mariage pour tous? Et il part sur le domaine religieux. Dieu nous a déjà fait la grâce de nous accorder un être pour nous. Alors pourquoi vouloir changer? En tout cas, lui, il ne changera pas. Oui, je crois que... Je pars donc sur le... Donc, c'est des réactions qui... sur la toile pour avoir le Oui, c'est des réactions dont il faut prendre acte. Et je crois que la loi prévoit une peine de 14 ans de prison en cas de mariage homosexuel et 10 ans d'emprisonnement contre les personnes de même sexe affichant publiquement leurs relations. Au Nigeria. Alors, reprenez un peu. Oui, les parlementaires nigériens ont adopté jeudi un projet de loi au lendemain du mariage en France, mariage pour tous en prévoyant une peine de 14 ans de prison en cas de mariage homosexuel et 10 ans d'emprisonnement
contre les personnes de même sexe affichant publiquement leurs relations. Ça veut dire que si c'est dans ta maison... On part dans la clandestinité. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne traque pas, on ne met pas la police pour venir dans chaque maison pour voir... Mais dans votre maison, vous êtes libre. Mais dehors, vous voyez, quand on est libre dans la maison, on finit par, ça finit par avancer. Mais quand on a une épée de Damoclès sur la tête qui dit que si vous êtes pris dehors en train de vous savez, c'est dans les prisons même, ça se passe souvent. Donc, ils vont les mettre en prison 10 ans. Bon, ça se passe, ça commence là-bas. Donc, moi, je crois que déjà qu'un pays, déjà que le Nigeria, puisque on peut en parler, c'est publié partout, décide au lendemain du premier mariage homosexuel en France, décide de prendre cette loi. Votre lecture, vous en tant que journaliste et écrivain. Oui, vous savez, c'est pas... On dit c'est en vigueur dans 14 pays. Moi, je pense qu'en tant qu'écrivain, journaliste ouvert à toutes les pensées, comme vous l'avez dit tout à l'heure concernant la loi sur le mariage, la nouvelle loi sur le mariage, vous êtes à l'écoute de toutes les opinions. Je pense que nous sommes portés à avoir de l'empathie pour toutes les pratiques et toutes les opinions, et à chercher à comprendre, et puis à poser les problèmes dans le fond et non dans la forme. Moi, j'interpelle à nouveau, le débat, c'est sur la pratique ou sur la légalisation de la pratique. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas un débat de trop? Puisque vous voulez faire, pour vous, non, ce n'est pas un débat de trop. Le vrai débat aujourd'hui, c'est le débat sur la formalisation de la pratique, puisque jusqu'à présent, personne ne s'est levé contre la pratique. Pourquoi? Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'on accepte tant que c'est dans la clandestinité, mais pendant combien de temps allons-nous jouer ce jeu-là? On sait que ça existe. C'est un jeu hypocrite. On les contraint à la clandestinité. C'est ça. C'est comme, vous savez, il y a certains pays qui ont décidé de s'assumer. La prostitution est interdite. Partout, on voit ça. On prend les gens, on les met en prison. Ils sont traqués. Ça, là, c'est clé, on s'amuse pas. On a vu un élément tout à l'heure sur l'avortement. Et elle a été obligée d'arriver à terme de sa grossesse. Exactement, l'enfant n'a pas survécu. Donc, quand un médecin au Salvador ou quelque part, on te surprend en train de pratiquer un avortement, c'est la prison, tu arrêtes ton métier. Chez nous, c'est interdit, mais ça se pratique. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est un débat, toujours ce débat entre les pratiques autorisées et les pratiques qui ne le sont pas, mais qui existent quand même. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui... Bon, c'est vrai que on dit que le mariage se fait de même sexe, mais il n'y a pas de loi qui interdit les relations homosexuelles. Alors donc pour vous, il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi qui interdit les relations homosexuelles, comment peut-on se permettre de prendre des lois pour interdire un mariage homosexuel au Nigeria? Il faut commencer par une loi qui interdit une relation homosexuelle. Est-ce que vous pensez qu'une loi peut interdire une relation qui est un comportement qui est un être humain? Par exemple, évidemment, il y a un qui, de façon très privée, il y a un qui me dit devrait-on légaliser le vol? On sait très bien que c'est pas bon, mais il y a un cadre pour dire que si vous êtes pris en train d'eux, évidemment, vous allez faire face à la justement, dans ce cas, le vol est mauvais, le crime est mauvais, le meurtre est mauvais. Si l'homosexualité est mauvaise, il faut qu'il y ait une loi. On dit quand tu voles, tu fais 1 an de prison. Quand tu es homosexuel, tu fais 10 mois de prison. On ne dit pas quand tu affiches ton homosexualité, tu fais 10 mois. Quand tu te maries, ça devient un crime. Le crime doit commencer dans la pratique. On prend le cas du vol. Le vol, on te met en prison, donc on ne légalise pas le vol. C'est le bon moment pour vous de penser à dire il faut commencer à traquer les bien sûr, c'est là que ça commence. Mais c'est là que ça commence. C'est un débat qui aurait dû se faire, comme on dit en anglais. N'ayant pas été fait, il faut assumer aujourd'hui ce qui se passe. Ou bien, si on ne peut pas assumer, il faut assumer là où on arrive. Là. Maintenant, si on ne peut pas assumer, on revient pour faire ce débat-là et puis prendre les lois dès le début. Alors, quand vous parce dites que, par assumer, exemple, la pédophilie, par exemple, je vous donne un exemple. La pédophilie est condamnée. On va en prison pour la pédophilie, mais pour l'homosexualité, on ne va pas en prison. Ça veut dire que le monde tolère, il estime que ce n'est pas un crime. Maintenant, pourquoi, quand ça se transforme en mariage, ça devient un crime? Alors, donc, au total, pour vous, on devrait autoriser le mariage pour tous. En tout cas, c'est votre avis. Si on autorise la pratique, par exemple, la pédophilie n'est pas autorisée.
Oui. Donc, il est évident que demain, on ne va pas voir un homme de 50 ans épouser une jeunesse, voilà, un gamin ou une fillette de 5 ans. Ça, c'est interdit par la loi. C'est clair, là, c'est interdit. Et puis, bon, il n'y a même pas de débat. C'est interdit déjà. Je pense qu'on devrait avoir le courage dans nos sociétés. Par exemple, le Nigeria, ils ne sont pas allés loin. Ils interdisent la publicité. Tu es en ville avec ton amant, 2 hommes ou 2 femmes, ou bien vous vous mariez, c'est interdit. Mais la pratique, elle n'est pas interdite. Pourquoi? Déjà, il faut commencer par là. Déjà, cette loi, cette mesure a été prise au lendemain du premier mariage pour tous en France. Alors déjà, les États se disent, ou bien ils se sont peut-être dit, il faut réagir à chaud. Il faut agir à chaud, sinon on serait peut-être confronté aussi à subir ce genre de choses. Mais c'est déjà subi. Ils n'ont pas réfléchi devrait-on condamner la pratique. C'est-à-dire, le mariage, ils ont peur de subir le mariage, mais ils subissent la pratique. Je veux interpeller là-dessus. Oui, mais la pratique, comment pouvez-vous lutter contre une pratique que vous avez laissée courir? Nous sommes en 2013, vous parlez d'une pratique qui existe depuis des lustres et des lustres. Personne ne sait. D'ailleurs, des pratiques qui existent dans les livres sacrés, dans l'histoire, pour être condamnées. Mais c'est des pratiques qui sont liées à l'existence même du monde. Mais on n'a jamais pu le faire disparaître totalement. Peut-être de nos jours. Ce ne serait pas un faux débat de dire commençons à régler le cas des praticiens entre greffes. Mais bien sûr, c'est ça. Ce n'est pas un faux débat. C'est pas un faux débat. C'est pas un faux débat. D'autant plus que les gens sont plus tolérants avec les pratiques homosexuelles entre femmes que les pratiques homosexuelles entre hommes. Entre femmes, entre hommes, je pense que c'est pareil, c'est la même... Oui, mais vous écoutez souvent des hommes, ils tolèrent ça pour les femmes, ils disent que c'est plus esthétique et qu'avec les hommes, c'est sale, c'est malsain. Il y a des gens qui sont tolérants vis-à-vis des pratiques homosexuelles féminines. Vous voyez, là encore, il y a c'est une pratique homosexuelle au total. C'est une pratique quand même homosexuelle. Et puis, il y a aussi des provocateurs qui estiment que les hétérosexuels ont aussi souvent des pratiques et des tendances homosexuelles